source des eaux vives, toi qui réclames la grâce, viens en nos cœurs. Oh, vive flamme d'amour. Oh, vive flamme, Esprit Saint, embrase-nous. Chers amis, dans quelques semaines, le dimanche 15 mai 2022, 10 nouveaux saints seront canonisés à Rome, dont 3 Français, parmi lesquels le bienheureux Charles de Foucauld. C'est pour nous préparer à vivre cet événement que le Père Olivier Spinoza, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, a accepté ma proposition de consacrer les 4 conférences de ce carême 2022 à la belle et lumineuse figure du frère Charles. Et je le remercie profondément d'avoir préparé cet événement avec toute son équipe. Nombreux parmi vous, dans cette basilique, ou parmi les personnes qui nous suivaient, grâce à Cathéo, que je remercie d'avoir bien voulu relayer cette initiative, beaucoup parmi vous ont sans doute déjà lu et médité l'œuvre spirituelle du frère Charles, bien plus que je n'ai pu le faire. Pour ma part, le premier mot qui me vient pour évoquer la figure de Charles de Foucauld, c'est la bonté. Et si l'on regarde attentivement les photos qui ont été prises au fil de sa vie, on voit comment son visage, de plus en plus, a reflété cette bonté, d'autant plus rayonnante qu'elle était dépouillée et abandonnée entre les mains de Dieu. En préparant ces conférences, j'ai été touché par sa constante disponibilité à se convertir, pour laisser le Seigneur faire ce qu'il voulait de cette vie qu'il lui avait donnée, même si lui-même ne comprenait pas pourquoi aucun de ses projets ne se réalisait vraiment, ni celui d'évangéliser le Maroc, ni celui d'être trappiste, ni celui de fonder une communauté nouvelle. Certes, il avait compris que Dieu voulait de lui qu'il se contente de défricher, là où d'autres pourraient ensuite planter, mais il pensait que c'était juste pour l'annonce de l'Évangile au peuple du Sahara. Il ne savait pas que Dieu préparait à travers lui une nouvelle étape missionnaire pour toute l'Église. Et c'est ce cadeau de Dieu, fait à l'Église d'aujourd'hui, à travers la vie et le témoignage du frère Charles, que ces conférences de carême se proposent de recueillir. Lui, le prêtre libre de Viviers, lui qui connut tour à tour la vie d'officier, d'explorateur, de géographe, de moine, de prêtre et d'ermite, peut-il nous aider à écouter ce que l'Esprit dit aujourd'hui à notre Église pour l'encourager dans sa mission? Au fil de nos entretiens, nous suivrons en 4 étapes le chemin de vie du frère Charles, depuis sa naissance à Strasbourg en 1858 jusqu'à sa mort à Tamanrasset en 1916. Dans ce premier entretien, je me propose de parcourir avec vous une première partie de ce chemin jusqu'à son voyage d'exploration au Maroc en 1883 et 1884. Ce voyage constitue en effet, à mes yeux et à plus d'un titre, le premier grand moment de son chemin de conversion. Au fil de cette vie peu ordinaire, une vie qui semble suivre une courbe sinueuse, mais qu'une main invisible et sûre, celle de l'Esprit de Dieu, conduit délicatement, nous chercherons à mieux comprendre quel est le don que Dieu nous fait à travers sa canonisation. Pour découvrir ce don, il ne faudra pas en rester à une analyse historique de la vie de Charles. Il faudra à son école regarder le Christ
et marcher avec lui vers son mystère pascal. En ce deuxième dimanche du Carême, nous sommes invités à méditer l'évangile de la transfiguration. C'est ce visage christique, incarné et transfiguré, que Charles lui-même nous invite à contempler tout au long de notre exode vers Pâques. Regardons les saints, disait-il, mais ne nous attardons pas dans leur contemplation. Contemplons avec eux celui dont la contemplation a rempli leur vie. Profitons de leurs exemples, mais sans nous y arrêter longtemps, ni prendre pour modèle complet tel ou tel saint, et en prenant dans chacun d'eux ce qui nous semble plus conforme aux paroles et aux exemples de notre Seigneur Jésus, qui est notre seul et véritable modèle, en nous servant ainsi de leurs leçons, non pour les imiter eux, mais pour mieux imiter Jésus. À bon entendeur, salut, nous allons parler beaucoup de Charles de Foucault, mais nous passerions à côté si, au lieu de le regarder lui, nous n'apprenions avec lui à contempler le Christ. Imiter le Christ dans les choses les plus simples et les plus concrètes de la vie, ce sera la voix de Charles, sa petite voix à lui, faite de simplicité, de bonté et de fraternité. Une voix qui, autrement que celle de Thérèse de Lisieux, éclairera le XXe siècle et qui brille encore aujourd'hui de tout son éclat, comme Paul Claudel l'avait bien pressenti. Charles, quant à lui, avait puisé dans les œuvres spirituelles de trois grands saints, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean Chrysostome, ses trois auteurs préférés. Mais je crois pouvoir dire que sa sainte de prédilection est restée jusqu'au bout Sainte Marie-Madeleine, qui toujours l'attira à la Sainte-Baume, où il se rendit en pèlerinage presque chaque fois qu'il passait à Marseille, et où il avait fait entretenir une petite veilleuse aux bons soins du père Vessière, dont il était très proche et dont j'ai eu la joie d'introduire l'année dernière la cause de béatification. Cette lampe a disparu aujourd'hui, mais elle a été remplacée par une autre, offerte il y a quelques années par les Petites Sœurs de Jésus, et cette lampe, vous pourrez aller vérifier, brille encore aujourd'hui dans la grotte devant le reliquaire. Pour aujourd'hui, j'aurai donc trois étapes. D'abord, ses premières années, ensuite, sa carrière militaire, et enfin, son exploration au Maroc. Et puis je terminerai par quelques pistes pour notre méditation pendant la semaine. D'abord, les premières années. Charles de Foucault est né à Strasbourg, dans l'ancienne résidence du maire Frédéric de Dietrich, résidence dans laquelle, selon la tradition provinciale et républicaine, le capitaine du génie Rouget de Lille entonna pour la première fois, en 1792, son chant pour l'armée du Rhin, devenu quelques mois plus tard la Marseillaise. Vous voyez que d'ailleurs que dès le début, il y a un point commun entre Charles de Foucault et Marseille. Et puis il y en aura d'autres. Sa famille, qui provenait du Périgord, avait de beaux quartiers de noblesse. Deux de ses arrière-grands-oncles figurent au nombre des martyrs des Carmes, tombés à Paris sous la Révolution française le 2 septembre 1792. De l'union entre Édouard de Foucault, inspecteur à l'administration centrale des forêts, et Élisabeth de Morlaix, fille unique du colonel de Morlaix, union célébrée le 16 mai 1855, était né, l'année suivante, un premier fils qui fut déjà appelé Charles, mais qui mourut le 16 août 1857, âgé d'à peine un peu plus d'1 an. La famille suivit alors le père, sous-inspecteur des forêts, lorsqu'il fut nommé à Wissembourg en 1859. C'est là que naquit Marie de Foucault, sœur de Charles, le 13 août 1861. Tout va bien pour ces deux enfants dans leurs premières années, jusqu'au décès brutal, le 13 mars 1864, de leur mère, alors qu'elle allait avoir 35 ans. Dans ses lettres, Charles se souviendra souvent et les rappellera des dernières paroles de sa mère avant de mourir. « Mon Dieu,
que votre volonté se fasse et non la mienne. » Sans doute s'en souvient-il, parce qu'il y a là un trait fondamental de son âme, l'acceptation sans réserve de la volonté de Dieu. La même année, le 9 août, les deux enfants perdent aussi leur père, âgé de 44 ans, alors qu'il est soigné à Paris, ayant peu à peu perdu ses capacités intellectuelles à cause de lésions cérébrales. Charles et Marie, orphelins de mère et de père, sont alors confiés à leur grand-père maternel, habitant lui aussi Strasbourg. Il s'agit de M. Charles-Gabriel Baudet de Morlaix, polytechnicien, colonel du génie en retraite, commandeur de la Légion d'honneur et surtout passionné de lettres classiques. C'est dans sa bibliothèque que Charles va s'initier au goût des livres et de l'étude, un goût qu'il ne perdra jamais, même au fin fond du désert. Pendant l'été 1869, le jeune Charles passe une partie de ses vacances au château de Louis, dans l'Eure, où sa cousine, Marie Moitessier, de 8 ans son aînée, fête ses 19 ans. Oh, elle sera très importante dans la vie de Charles. Elle se marie plus tard, en 1874, avec le vicomte Olivier de Bondy, et elle deviendra la confidente de son cousin. Durant 27 ans, elle ne cessa de lui écrire presque chaque semaine. Et entre l'entrée de Charles à la Trappe et sa mort, on dénombre 734 lettres envoyées à sa cousine. Et Charles, quand il envoie une lettre, c'est pas 3 lignes sur une carte postale, hein. Il y a des pages et des pages. Une des lettres écrites par Charles le jour même de son assassinat lui était d'ailleurs destinée. Lorsqu'éclate la guerre franco-allemande de 1870, le grand-père se réfugie en Suisse avec les enfants. Ils séjournent à Berne et à Interlaken, où Charles contracte une maladie d'yeux par suite de l'éclat de la neige et des glaciers. Mais la Suisse et ses paysages magnifiques l'ont à jamais marqué. Lorsque, bien plus tard, il emmènera en France un jeune Targui, Huxem, pour qu'il découvre les éléments de la culture française et européenne, il le fera passer par les Alpes, en Suisse, puis à Chamonix. En 1871, une fois la guerre terminée, M. de Morlaix ne veut pas retourner à Strasbourg et décide de se fixer à Nancy. Charles ne le sait pas, mais le futur cardinal Lavigerie, celui qui fonda les Pères Blancs et les Sœurs missionnaires d'Afrique, avait été évêque de Nancy quelques années auparavant, entre 1863 et 1867. Il était alors le plus jeune évêque de France, nommé à 38 ans, et lorsqu'il quitta Nancy, ce fut pour devenir archevêque d'Alger. Monseigneur Lavigerie, je le dis en passant, était aussi très attaché au sanctuaire de Notre-Dame de la Garde, où nous nous trouvons, où il aimait à monter, prier, lorsqu'il passait à Marseille. Il avait d'ailleurs participé à la consécration de ce sanctuaire en 1864 et en 1882, devenu archevêque d'Alger, c'est à lui que Monseigneur Robert, alors archevêque de Marseille, avait demandé de consacrer le nouveau maître-autel érigé dans la basilique derrière moi après un incendie. Je reviens à Charles. Le 28 avril 1872, Charles fait sa première communion et sa confirmation, et sa cousine, Marie de Bondy, lui offre les élévations sur les mystères de Bossuet. Charles continue ses études au lycée de Nancy, dévoilant peu à peu un esprit curieux, mais une nature inquiète et passionnée, et perdant cependant, dès l'âge de 15 ans, toute conviction de foi. Bien qu'il se posât fiévreusement toutes sortes de questions, rien ne parvenait à emporter son adhésion. La foi égale avec laquelle on suit des religions si diverses me semblait la condamnation de toutes, écrira-t-il plus tard à son ami Henri de Castries. Au lycée de Nancy, il retrouve Gabrielle Tourde,
qu'il avait connu enfant à Strasbourg et avec qui il entretiendra toute sa vie une amitié fidèle et confiante. En octobre 1874, afin de préparer son entrée à Saint-Cyr, il est envoyé chez les Jésuites de la rue des Postes à Paris. Depuis son plus jeune âge, il pense à une carrière militaire. Son grand-père, qui avait bercé son enfance des récits de sa vie sous les drapeaux et de sa passion pour l'histoire et l'archéologie, aurait préféré que Charles entrât, comme lui, à Polytechnique. Mais Charles, redoutant l'effort, opta pour Saint-Cyr, dont le concours était plus facile. Il obtient son baccalauréat en 1875, mais n'est plus beaucoup motivé, étant, comme il le dit lui-même, comme affolé par une vie dépourvue de sens et de repères. Dans une lettre rétrospective de 1892, il écrit, et ce sont des lignes très évocatrices de cette période de sa vie, « À 17 ans, je commençais ma deuxième année de rue des Postes, c'est l'établissement des Jésuites qui deviendra ensuite Sainte-Geneviève, Ginette. Jamais je crois n'avoir été dans un si lamentable état d'esprit. J'ai, d'une certaine manière, fait plus de mal en d'autres temps, mais quelques biens avaient poussé alors à côté du mal, tandis qu'à 17 ans, j'étais tout égoïsme, toute vanité, toute impiété, tout désir du mal. J'étais comme affolé. J'ai été si libre alors que j'étais si jeune. À 17 ans, j'ai tant fait souffrir mon grand-père, refusant le travail, qu'au mois de février, je crois, je n'avais pas encore coupé la géométrie dans laquelle je devais étudier chaque jour depuis novembre. Lui écrivant à mon grand-père à peu près tous les 2 jours, et quelquefois des lettres de 40 pages, je vous avais averti, pour lui demander de me rappeler à Nancy et tout le reste que vous pouvez deviner et qui résulte d'un tel affolement. L'affolement. Sa conduite laisse en effet tant à désirer que les Jésuites préfèrent le renvoyer à son grand-père en mars 1876. Celui-ci le confie à un précepteur, M. Dumont, pour qu'il le prépare à présenter quand même le concours d'entrée à Saint-Cyr en juin de la même année, et il est reçu et intègre l'école en octobre. Je viens à mon deuxième point, du coup, sur sa carrière militaire qui commence là. On aurait tort, d'ailleurs, de négliger sa courte carrière militaire et de ne la résumer qu'aux frasques d'une vie désordonnée. Elle constitue, d'une certaine manière, la matrice de sa vocation. Les années passées à Saint-Cyr ne sont cependant pas très glorieuses. Charles de Foucauld souffre d'obésité, il lui faut faire beaucoup d'exercices, il est tout jeune pourtant, mais il progresse. Au classement de 1877, il est 143e sur 391 élèves. Il obtient ses galons de première classe et est admis parmi les 80 cavaliers de sa promotion. Mais la deuxième année, surtout après la mort de son grand-père, survenue le 3 février 1878, Charles relâche ses efforts, perd ses galons, enchaîne les punitions, imaginez 45 punitions différentes, auxquelles s'ajoutent 47 jours de consigne, et termine 333e sur 386. Heureusement qu'il n'y avait pas une troisième année. Il est néanmoins nommé sous-lieutenant. Il a 20 ans et il entre, après Saint-Cyr, à l'école de cavalerie de Saumur. Là, il va mieux, car il est un bon cavalier. Mais une certaine tristesse envahit sa vie, que des faits à répétition ne parviennent pas à dissiper. La mort de son grand-père a déstabilisé sa jeune existence devenue sans repère. L'héritage qu'il a fait est confortable financièrement, 840 000 francs or de l'époque. Mais l'ennui domine irrémédiablement. Il dépense sans compter en banquets et libations, tout en se montrant généreux, prêtant, voire donnant de l'argent à ses camarades dans le besoin. Il enchaîne de nouveau 21 jours d'arrêt simple,
et 45 jours d'arrêt de rigueur. Il termine bon dernier, jugé ainsi par l'inspecteur général, a de la distinction, a été bien élevé, mais la tête légère, et ne pense qu'à s'amuser, privé de congé pour sa conduite et ses nombreuses punitions. Plus tard, un autre de ses amis qu'on retrouvera, le général Lapérine, écrira « Bien malin celui qui aurait deviné dans ce jeune Saint-Cyrien gourmand et sceptique l'ascète et l'apôtre d'aujourd'hui. Lettré et artiste, il employait les loisirs que lui laissaient les exercices militaires à flâner, le crayon à la main, ou à se plonger dans la lecture des auteurs latins et grecs. Quant à ses théories et ses cours, il ne les regardait même pas, s'en remettant à sa bonne étoile pour ne pas être séché. Nommé au 4e régiment de hussards, il rejoint sa garnison à Cézanne, dans la Marne, puis à Pont-à-Mousson, devenue ville frontière depuis le traité de Francfort du 10 mai 1871, qui avait amputé la France de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine. Il continue à y mener une vie assez excentrique, fréquentant en particulier une jeune femme qu'il surnomme Mimi, comme il surnommait aussi sa sœur d'ailleurs, qui s'appelait, semble-t-il, Marie Corbin, mais évidemment, le commandement militaire ne l'entend pas de cette oreille. Le 12 juillet 1880, il est puni de 15 jours d'arrêt pour, je cite, « s'être promené en ville et tant de semaines, en tenue bourgeoise, avec une femme de mauvaise vie dont il fit bientôt sa concubine. » Lorsque son régiment, devenu le 4e chasseur d'Afrique, part pour l'Algérie en décembre 1880, Foucault est envoyé à Sétif. C'est la première fois qu'il part en Algérie. C'est sans doute son premier passage à Marseille. L'Algérie est à l'époque non seulement une terre d'aventure pour officiers en quête de gloire, mais aussi la grande école de la géographie militaire française. Il faut dire qu'on voulait à tout prix éviter l'une des causes de la défaite de la guerre de 1870, c'était aussi que les officiers de l'armée française ne savaient pas lire des cartes. Et donc, il y a eu ensuite tout un effort fait dans l'armée pour que les officiers soient capables de lire des cartes et pour conjuguer la formation militaire et la formation de géographie. Mimi avait accompagné Charles à Sétif. Sommé de la renvoyer, il refuse, disant que cette personne était libre de rester où elle voulait, qu'elle n'était pas militaire et qu'il n'habitait pas avec elle, ne lui faisant que des visites dont son service ne souffrait pas. Le colonel fit un rapport au ministre de la Guerre et le sous-lieutenant de Foucault fut mis en non-activité le 20 mars 1881 par retrait d'emploi pour indiscipline doublée d'inconduite notoire. Rentrant en France, Charles séjourne quelque temps au hameau de Bissinge, près d'Évian, rejoint par Mimi. Mais quelques semaines plus tard, il apprend qu'une insurrection a éclaté dans le sud oranais et que ses camarades du 4e chasseur sont désignés pour s'y rendre. Repris alors par le désir de la vie militaire, il se rend à Paris, au ministère de la Guerre, et demande sa réintégration dans l'armée en sollicitant l'honneur de partager les dangers que courent ses camarades. Il est prêt à y partir comme simple cavalier. Non seulement on le lui permet, mais on lui rend son grade et son commandement. Il s'engage alors sur l'honneur à ne plus revoir Mimi, dont il couvre cependant tous les frais de son séjour à Évian. Sa réintégration dans l'armée est acceptée le 16 mai, le 3 juin il est affecté en Oranie et le 20 juin il s'embarque à Marseille pour Évian. Marseille est sans doute la ville où il est le plus passé, à l'aller et au retour, et c'est pas fini. Là-bas, au combat, il se révèle alors un vrai chef et un bon soldat, brave, endurant, soucieux de ses hommes
et dévoués envers eux. Henri Lapérine raconte que, au milieu des dangers et des privations des colonnes expéditionnaires, ce lettré fêtard se révéla un soldat et un chef, supportant les plus dures épreuves, payant constamment de sa personne, s'occupant avec dévouement de ses hommes. Et c'est vrai, ce séjour le transforme. Il en revient décidé à mener une vie plus sérieuse et à accomplir quelque chose de grand et de difficile. Et c'est là un autre trait de son âme que le frère Milad Aïssa, petit frère de Jésus, décrit ainsi. Avant même d'être saisi par le Seigneur, Charles de Foucauld dévoile un trait dominant de son caractère. Dans la vie ordinaire et monotone des hommes, il est médiocre, mais dans l'épreuve, il est d'une volonté de faire, d'une endurance et d'une constance de travail sans égale. S'arrachant à l'ennui d'une vie sans relief, il choisit le difficile, le pas encore fait, non par goût de l'aventure, mais par volonté de faire quelque chose de grand et d'utile, fût-ce au péril de sa vie. Lorsque sa mission est finie, il demande à servir au Sénégal, puis sollicite un congé pour faire un voyage d'études dans le sud algérien. Ce congé est refusé. Alors Charles, libre, de Mascara où il se trouve, donne sa démission. Décidé à ne servir qu'en cas de guerre, il sollicite un emploi d'officier de réserve au 4e régiment des chasseurs d'Afrique. Son chef de corps le juge très apte à remplir cette fonction et donc cette requête lui est accordée en mars 1882. Le voici libre. Il a accompli une petite et courte carrière militaire. Il s'est révélé dans l'épreuve et le voici libre. Il a 23 ans. Il va donc s'installer à Alger et là commence une nouvelle période de sa vie qui est le début d'une lente et immense conversion. J'en viens donc à ma troisième partie, l'exploration du Maroc. En réalité, ce qui l'attire de plus en plus, c'est de partir explorer le Maroc. Surtout parce que le Maroc, à l'époque, est strictement fermé à toute personne étrangère. Et que, au-delà d'une partie relativement petite qui est contrôlée par le sultan, il y a toute une partie au sud où aucun Européen n'est encore allé et qu'on ne connaît pas. Alors il a envie d'y aller. La géographie l'attire depuis longtemps. En 1875, pendant qu'il était chez les Jésuites à Paris, il avait pu assister au 2e congrès international de géographie. Aujourd'hui, l'étude de la géographie était, à son époque, fortement orientée par les besoins de la colonisation. Mais pour Charles, ce n'est pas la raison principale. Au Maroc, ce n'est pas tellement pour les besoins de la colonisation qu'il y va, même s'il est envoyé par la Société de géographie, il y va à ses risques et périls. Et lui, d'une certaine façon, c'est lui-même qu'il va chercher, pour se prouver, et pour prouver à sa famille qu'il est capable de quelque chose, qu'il est même capable de réaliser de grandes choses, des choses que personne n'a jamais faites avant lui. C'est que une famille d'aristocrates, quand vous n'êtes pas tout à fait dans le rang, ça peut devenir pesant. Sa famille avait été heureuse de le voir reprendre en 1881 son métier militaire. Et elle est consternée quand elle apprend sa démission. Trop habituée à ses coups de tête, elle ne prend pas au sérieux ses projets d'études et d'exploration et on lui impose familialement, à partir du 12 juin 1882, un conseil judiciaire en la personne de Georges de Latouche, qui est un de ses cousins. Mais Charles a changé.
Déjà à Mascara, il étudie, il lit le Coran, il se lie encore avec une autre jeune personne dont il devient proche. Et maintenant, il s'installe à Alger et il commence à étudier la langue arabe et aussi les diverses sciences nécessaires à son projet d'exploration. Il travaille sous la direction de M. Oscar McCarthy, qui était devenu conservateur de la bibliothèque-musée en 1869, après avoir sillonné l'Algérie de tous côtés en excellent géographe explorateur. Charles de Foucault ne pouvait pas mieux tomber. Que de bonnes personnes il a eues sur sa route. Et là, c'est McCarthy. Car McCarthy, très exigeant du point de vue scientifique, était un homme d'une grande bonté et d'une grande honnêteté qui aimait les gens qui habitaient dans les pays qu'il étudiait. Dans la bibliothèque, Charles rencontre aussi le rabbin Mardoché, âgé alors de presque 60 ans. Et c'est avec lui, au fur et à mesure, qu'il décide d'accomplir son voyage, après avoir d'abord pensé à se faire accompagner d'un prince arabe, Sidi el-Kader, mais celui-ci ne s'avéra pas fiable. Et McCarthy, à qui Charles s'est ouvert de son projet, lui conseille Mardoché. Il lui conseille aussi de se déguiser en juif marocain et d'étudier l'hébreu, en plus de l'arabe. Heureusement qu'il a 23 ans. On peut encore apprendre beaucoup de choses. Évidemment, il pressent bien les difficultés de son entreprise. Il écrit « Les 5/6 du Maroc sont entièrement fermés aux Européens. Ils ne peuvent y entrer que par la ruse et au péril de leur vie. Cette intolérance extrême n'est pas causée par le fanatisme religieux. Elle a sa source dans un autre sentiment qui est commun à tous les indigènes. Pour eux, un Européen voyageant dans leur pays ne peut être qu'un émissaire envoyé pour le reconnaître. Il vient étudier le pays en vue d'une invasion, c'est donc un espion. Mais tous ces dangers l'excitent, et donc il y va. Le 10 juin 1883, à 7 heures du matin, revêtu de son déguisement, Charles de Foucault, qui s'appellera désormais le rabbin Joseph Allemand, quitte Alger en compagnie de Mardoché, qu'il prend à son service pour la somme de 270 francs par mois. Ce voyage durera presque 1 an et sera décisif dans l'itinéraire spirituel de Charles de Foucault. Le soir même, ils sont à Oran. Le 12, ils arrivent en diligence à Tlemcen. Là, Foucault manque de se faire reconnaître par des officiers de son régiment alors qu'il déjeune avec Mardoché. Lui les reconnaît, mais eux non. Le 14 juin, ils sont à la frontière, mais au vu des difficultés à pénétrer au Maroc sans être démasqués, ils préfèrent prendre la mer et après une escale à Gibraltar, le 19 et le 20 juin, ils arrivent à Tanger. Et là, le voyage commence. Le 21, ils se joignent à une caravane composée d'une demi-douzaine d'hommes et d'une dizaine de bêtes de somme qui pénètrent dans le Maroc. Tétouan, puis Fès, Taza, et puis un petit séjour à Meknès, puis ils descendent vers Beni Mellal, où ils arrivent en septembre, puis Ouarzouizert et la traversée du Grand Atlas, puis Tikirt, Tazanart et l'entrée dans le Sahara marocain. Je cite, « Le Sahara et les palmiers ont la crête du petit Atlas pour limite nord. Au pied de la chaîne commence une plaine immense, presque infinie. Les ondulations grises s'en étendent vers le sud jusqu'à l'horizon. Le drap coule au travers, puis voici le grand désert qui s'étend d'ici jusqu'au Soudan. Plus de montagnes véritables d'ici à Tombouctou. Partout la plaine, ondulée ou unie, sablonneuse ou pierreuse, toujours stérile et solitaire. Seul reste de vie, quelques oasis la tachent de loin en loin de points noirs. Les oasis sont rares au sud du drap,
nombreuses au nord, je parcours plusieurs de ces dernières, Tisint, Tata, Aka, Myrmrina. Je visite le lit du Dra, large de plus de 3 kilomètres et à sec. Durant 2 mois, je circule dans cette région intéressante et inexplorée. On devine son enthousiasme malgré toutes les difficultés. À Tisint, Foucault et Mardoché sont les hôtes du Hajj Bourim. En principe, ils sont toujours logés chez des juifs marocains, grâce à Mardoché. Mais là, c'est chez un musulman qu'il s'installe. Et ce musulman impressionne beaucoup Charles. Il dit « Je ne puis dire combien j'eus à me louer de lui, ni quelle reconnaissance je lui dois. Il fut pour moi l'ami le plus sûr, le plus désintéressé, le plus dévoué. En 2 occasions, il risqua sa vie pour protéger la mienne. Il avait deviné au bout de peu de temps que j'étais chrétien. Je le lui déclarai moi-même dans la suite, et cette preuve de confiance ne fit qu'augmenter son attachement. Puis le 28 janvier 1884, Charles est obligé de faire un détour jusqu'à Mogador, car il n'a plus d'argent. Il laisse Mardoché à Tisint et s'y rend avec le Hajj Bourim. La réponse, parce que le courrier, vous comprenez, c'est lent, alors il écrit en France pour demander de l'argent. La réponse arrive après 45 jours d'attente, le 14 mars. Et alors il reprend, avec le Hajj Bourim, la route du Sahara. À Tisint, il retrouve le rabbin Mardoché et il remonte vers le nord. Il retraverse le Grand Atlas par un autre côté, puis le Dadès, le Todra, le Guéris, il franchit le Petit Atlas à l'est du Dra, il traverse le Grand Atlas, et sur la route du nord, encore un incident, son escorte se fait attaquer. On lui dérobe tout ce qu'il a, la petite somme d'argent qui lui restait, en laissant cependant, parce que considéré sans intérêt, ses notes et ses instruments. Et là, c'est l'un de ses 3 accompagnateurs, un certain Belkacem, qui, en parlementant, parvient à le sauver, lui et son mulet. Mais l'incident est grave, il écrit « Étrange situation d'entendre, durant 1 jour et demi, agiter sa vie ou sa mort par si peu d'hommes et de ne rien pouvoir pour sa défense. Il n'y avait point à agir, j'étais sans armes. Un revolver était dans mon bagage, il m'avait été pris, mais l'eussé-je eu, il ne m'eût point servi. Que faire, seul, dans le désert, au milieu de tribus où tout étranger est un ennemi? Il n'y avait qu'un seul parti à prendre, la patience. Et elle m'a réussi. » Vous imaginez, je vais vite là, mais comme c'est long ce voyage, combien de solitude, combien de dangers, combien de difficultés. Il arrive enfin à Debdou, dépouillé de tout argent. Il vend ses mulets pour pouvoir en louer d'autres et gagne la frontière française. Mais encore autre chose, le 17 mai, en faisant sa toilette, il se met à laver sa barbe. Effroi de son compagnon de chambre, le rabbi Murtiano, car un vrai juif ne se lave jamais la barbe. Et donc il est découvert, si près du but. Alors Charles lui demande de ne pas le trahir, ainsi que tous ceux qui se trouvaient dans la chambre. Et personne ne manqua à ce devoir d'hospitalité. Alors le 22 mai, il arrive enfin à Oujda, puis le lendemain à l'Alamarnia, et il rejoint l'Algérie. Il se sépare de Mardoché, il regagne Alger, puis embarque pour la France, où nous le retrouverons la semaine prochaine. Son ouvrage, Reconnaissance au Maroc, paru en janvier 1888, précédé d'un article intitulé Itinéraire au Maroc, dont j'aimerais vous lire quelques extraits pour qu'on saisisse mieux ce qui s'est passé pendant ce moment de sa vie. Durant mon voyage,
Mon costume fut celui des Juifs marocains, ma religion la leur, mon nom le rabbin Joseph. Je priais et je chantais avec eux à la synagogue, je montais au Sifer, les parents me suppliaient de bénir leurs enfants. À qui me demandait mon lieu de naissance, je répondais tantôt Jérusalem, tantôt Moscou, tantôt Alger. Demandait-on le motif de mon voyage? Pour un musulman, j'étais un rabbin mendiant qui quêtait de ville en ville. Pour un juif, j'étais un Israélite pieux, venu au Maroc, malgré les fatigues et les dangers, pour s'enquérir de la condition de ses frères. L'état d'Israélite ne manquait pas de désagréments. Marcher pieds nus dans les villes et quelquefois dans les jardins, recevoir des injures et des pierres. Mais tant d'ennuis et de dégoûts étaient compensés par la facilité de travail que me donnait mon travestissement. Musulman, il eût fallu vivre sans cesse de la vie commune, sans cesse au grand jour, sans cesse en compagnie, n'avoir jamais un moment de solitude. Il eût été difficile d'obtenir des renseignements. Si pour un juif, ces occupations ne devenaient point aisées, du moins, elles étaient d'ordinaire possibles. Tout mon itinéraire a été relevé à la boussole et au baromètre. En marche, j'avais sans cesse un cahier de 5 cm caché dans le creux de la main gauche. D'un crayon long de 2 cm qui ne quittait pas l'autre main, je consignais ce que la route présentait de remarquable, ce que l'on voyait à droite et à gauche. Je notais les changements de direction, accompagnés de visées à la boussole, les accidents de terrain avec la hauteur barométrique, l'heure et la minute de chaque observation, les arrêts, les degrés de vitesse de la marche. J'écrivais ainsi presque tout le temps de la route, tout le temps dans des régions accidentées, et jamais personne ne s'en est aperçu, même dans les caravanes les plus nombreuses. Je prenais la précaution de marcher en avant ou en arrière de mes compagnons, afin que, l'ampleur de mes vêtements aidant, ils ne distinguassent point le léger mouvement de mes mains. Le mépris qu'inspire le juif favorisait mon isolement. Peu d'observations ont été faites dans la campagne où il était malaisé de m'isoler. J'y suis parvenu quelquefois, prétextant la prière. Comme pour me recueillir, j'allais à quelque distance, couvert de la tête aux pieds d'un long vêtement dont les plis cachaient mes instruments. Un buisson, un rocher, un pli de terrain me dissimulaient quelques minutes et je revenais, ma prière terminée. Le travail qu'a fait Charles de Foucault lui a valu ensuite la médaille d'or de la Société de géographie de Paris. Vous voyez à la fois la rigueur et l'excellence de son travail scientifique et la volonté profonde de ce jeune homme de se chercher lui-même à travers tous les méandres de ce long voyage au Maroc pendant plus d'1 an, alors qu'il avait lui-même 23 ans. Je voudrais terminer par quelques pistes pour accompagner notre méditation. J'en donnerai 3. D'abord, le Maroc a fait passer Charles de Foucault lentement, mais sûrement, du libertinage à la liberté. Ce ne fut pas un parcours avec un événement brutal, mais plutôt un lent apaisement intérieur, mûri par la solitude, porté par la beauté des paysages, déployé par le goût de l'aventure et du danger. Antoine Châtelard, en fin connaisseur de Charles de Foucault, en est venu à penser que ce n'est pas seulement le Maroc que Charles avait exploré pendant son périple. C'était autre chose qui le dépassait et pour lequel il n'avait pas de mots, mais qui commençait à le saisir. Charles a expérimenté ce que veut dire dépendre des autres, être pauvre et méprisé. Peut-être est-ce là, épousant la condition des Juifs, qu'il a compris combien les abjections peuvent, paradoxalement, être à la fois douloureuses et fécondes. Et cette expérience, plus tard, l'aidera à comprendre la vie et la passion du Christ. De plus, il a été profondément touché
par la prière des croyants juifs et musulmans. La vie solitaire, écrit Antoine Châtelard, la vie solitaire, les difficultés du parcours, les menaces de mort répétées, tout cela a pu jouer, mais c'est surtout la rencontre avec des croyants qui fut déterminante. Des hommes, dira-t-il, qui vivaient dans la continuelle présence de Dieu, des hommes avec lesquels il s'est lié d'amitié. Je le disais tout à l'heure, déjà à Mascara, il avait commencé à lire le Coran. On reviendra bien sûr là-dessus, sur l'importance pour Foucault de sa fréquentation des croyants de l'islam. Je note pour l'instant ces quelques confidences faites plus tard à l'un de ses amis, Henri de Castries, à qui il disait, je cite, « L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi m'a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines. Ad maiora nati sumus, nous sommes nés pour des choses bien plus grandes. Je me suis mis à étudier l'islam et j'ai même songé à me faire musulman. » C'est la première piste, nous y reviendrons. Ce jeune homme qui avait abandonné toute foi à l'âge de 15 ans et qui va y revenir grâce à ce qu'il a vu de la foi des autres et en particulier à leurs prières. Il était impressionné par ces prières musulmanes régulières. Il était impressionné par ces prières juives auxquelles il participait en tant que faux rabbin. Tout cela a fait son chemin en lui. Et c'est important si l'on veut bien le comprendre. Et c'est important pour nous aussi. Tout à l'heure, en montant à Notre-Dame de la Garde, j'ai croisé un couple musulman qui en redescendait. C'est important pour nous aussi de regarder avec respect la prière des autres et de chercher ce que Dieu peut nous dire à travers cela. La deuxième piste est celle-ci, c'est que ce qui saute aux yeux lorsqu'on relit toute cette période de la vie de Charles de Foucault, c'est l'importance de la bonté. Une bonté qui déjà l'habite intérieurement et une bonté qu'il sait trouver et reconnaître en beaucoup de personnes, des hommes et des femmes. La bonté n'a pas de religion, elle habite le cœur de l'homme, a écrit récemment Monseigneur Paul Desfarges, archevêque émérite d'Alger, lointain successeur de la Vigerie. Bonté de son grand-père à Charles, bonté de sa cousine et de sa sœur, bonté de son ami Gabriel Tourde, bonté de McCarthy, bonté du Hajj Bourim, bonté de Belkacem, bonté du rabbin Morciano, tout cela qui lui sauve la vie ou qui ne le dénonce pas. Le chemin de l'amour qui devait le conduire au Christ, Charles l'a trouvé en se laissant guider par la bonté de ceux qui l'ont aimé, qui l'ont encouragé, et pour plusieurs d'entre eux, qui lui ont sauvé la vie. Par eux, l'Esprit Saint, lentement, préparait le cœur de Charles à découvrir la bonté de Dieu. J'ai été très impressionné en lisant ces jours-ci une lettre que je ne connaissais pas, que son tuteur judiciaire, Georges de Latouche, avait écrite à M. McCarthy, à la bibliothèque d'Alger, parce qu'il fallait bien financer ce voyage au Maroc, et Charles était sous conseil judiciaire. Alors McCarthy est obligé d'avoir de l'argent, mais cet argent ne peut venir que de la famille. Et alors Georges de Latouche écrit à McCarthy pour lui parler de Charles. Et voici ce qu'il lui dit. Monsieur de Foucault a été orphelin dès ses premières années. C'est un peu un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Il a été élevé par son grand-père maternel, le colonel de Morlaix, dont la bonté n'a été égalée que par une excessive faiblesse.
Sous une direction moins sénile, cet enfant admirablement doué, d'une intelligence d'élite et au cœur d'or, eût pu devenir un homme remarquable. Mais la mort de son grand-père le laisse, à 20 ans, maître d'une belle fortune et en même temps sans défense contre ses goûts de luxe et les encouragements intéressés de ses camarades. En moins de 4 ans, il dissipe plus de 110 000 francs de son patrimoine. Il commit une dernière folie, ce fut de donner sa démission d'officier. Alors sa tante, Madame Moitessier, intervint et lui fit donner un conseil judiciaire. Cette tâche ingrate, je l'acceptai, persuadé qu'avec une nature si foncièrement bonne, si honnête, il y avait encore de la ressource. Comme elle est belle cette phrase, comme elle est instructive, comme elle nous dit à quel point il ne faut jamais désespérer de quelqu'un. Charles fut étonné, je continue la lecture, de se sentir dirigé par une volonté ferme, prodigue à la fois d'amitié et de résistance. Loin de se raidir, il se laissa guider et m'accorda toute sa confiance. Voyez, s'il fallait retenir une chose, ce moment du Maroc, c'est le moment où Charles, peu à peu, se laisse guider. Il ne maîtrise plus. Il sait ce qu'il veut, il sait pourquoi il part, mais il est bien obligé de se laisser guider. Par Mardochée, bien sûr, mais par une autre main aussi. Et puis la troisième et dernière piste est celle-ci. Foucault, par son incessante curiosité, par sa profonde liberté intérieure et par son désir de se dépasser, était tout le contraire de ce que Charles Péguy appelle une âme habituée. Je voudrais terminer cette première méditation de Carême en relisant avec vous ce passage bien connu de Péguy sur les honnêtes gens. Je cite, « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. De là viennent tant de manques que nous constatons dans l'efficacité de la grâce et que, remportant des victoires inespérées dans l'âme des plus grands pécheurs, elle reste souvent inopérante auprès des plus honnêtes gens. Car ceux-ci n'ont pas le défaut, ils n'ont pas de défaut dans l'armure. Les honnêtes gens ne sont pas blessés, leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans faute. Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Dieu était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera jamais essuyé. Les honnêtes gens ne mouillent pas à la grâce. » Fin de citation. On peut dire que l'âme de Charles de Foucault n'était pas une âme habituée. Elle était habitée d'un profond et fougueux désir. Certes, elle avait goûté au plaisir et aux satisfactions du monde, mais ceci n'avait jamais comblé ce désir. Elle cherchait une paix au-delà de la tranquillité facile. Elle était prête à tous les efforts, pourvu qu'ils lui fassent entrevoir le vrai bonheur. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, disait saint Augustin, qui parlait d'expérience bien avant Charles de Foucault et depuis cette même terre du nord de l'Afrique. L'âme de Charles était disposée à recevoir, quitte pour cela à risquer de tout perdre. Tel est le moment de conversion que représente l'exploration au Maroc. Quand il arriva à la frontière et rentra en Algérie, à la Lamarnia, le 23 mai 1884, le lieutenant Maumenet, qu'il avait connu à Saint-Cyr, y faisait des travaux cartographiques. Il vit arriver un être maigre, couvert de vermine, pieds nus, sordide, je cite son compte-rendu. Le dévisageant, il ne trouvait absolument rien du Charles de Foucault qu'il avait connu à Saint-Cyr. Et c'est Charles qui le reconnut et lui dit « Tiens, Maumenet, comment es-tu là ?» Le visage défiguré, Foucault avait maintenant l'âme transfigurée.
il avait réussi un exploit qui lui vaudra la médaille d'or de la Société de géographie de Paris. Mais ce qui était bien plus important, et dont il avait secrètement conscience, même s'il ne savait pas l'exprimer, c'est que son âme, comme dit Peggy, avait mouillé à la grâce, et qu'il pouvait désormais s'abandonner à elle. Certes, les paysages découverts lors de ce voyage l'avaient enchanté, mais bien plus encore, il avait perçu, en risquant lui-même sa vie, combien l'humanité est capable de bonté, de don de soi, de rédemption. Ces hommes et ces femmes qui, depuis sa naissance, l'avaient aimé et lui avaient prodigué leur bienveillance, étaient chrétiens, juifs, musulmans ou agnostiques, mais tous avaient fait preuve d'humanité et de bonté. Plus tard, quand il aura découvert le Christ, il n'oubliera jamais cette leçon, priant sans cesse pour que, je cite, « tous les hommes soient sauvés ». Presque 50 ans plus tard, au début du numéro 13 de Lumen Gentium, les pères de Vatican II écriront ceci, je cite, « à faire partie du nouveau peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés ». Avec cette petite phrase, chers amis, par laquelle commence l'un des paragraphes les plus importants de tout le Concile et sur lequel il nous faudra revenir, nous avons commencé à ouvrir le cadeau que Dieu nous fait par la vie du saint frère Charles de Foucauld. Que celui-ci nous accompagne tout au long de cette semaine. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que je fasse, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir, t'appartenir, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Merci, à la semaine prochaine.